Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anne-Laure Buffet, qui est thérapeute, conférencière et auteur de son dernier livre Tous toxiques, tous victimes. Comment ça va, Anne-Laure? Ça va très bien, merci Steven. Et vous, vous allez bien? Ça va, merci. Très Ah très bah bien. voilà, Alors bon bah, aujourd'hui, on nous va sommes en parler, forme. tout le monde est en forme, c'est parfait. Aujourd'hui, on va parler de perversion narcissique, de violence psychologique, de relations toxiques. Alors, ma première question, on va rentrer directement sur le vif du sujet, une question, je crois, importante. Comment on fait, Anne-Laure, pour différencier un vrai pervers narcissique manipulateur d'une personne qui a juste parfois quelques mécanismes pervers comme on peut tous savoir? Je crois que la première chose, c'est d'éviter enfin, c'est d'essayer d'éviter de mettre une étiquette sur quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va identifier des comportements qui ne nous conviennent pas qu'il faut instantanément aller mettre l'étiquette pervers narcissique. Euh, et d'une certaine manière, j'allais dire, à partir du moment où on peut identifier certains comportements, lorsqu'on est en relation avec la personne depuis relativement peu de temps, quand on commence à pouvoir identifier rapidement des comportements, par défaut, ça n'est pas un pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique a cette spécificité, particularité d'être tellement adaptable, tellement caméléon, tellement comédien, tellement doué pour intégrer la psychologie de la personne qui va devenir sa proie, qu'il est quasi, quasi invisible, en tout cas pendant un certain temps. Ce qui fait que si très vite on se dit « Oh là, j'ai repéré tel signe, tel comportement, ça me fait penser que ça me rappelle, j'ai lu, etc. » J'aurais tendance à dire qu'on soit face à quelqu'un qui a des comportements toxiques, sans doute, qu'on soit face à quelqu'un qui est narcissique, peut-être, qu'on soit face à ce qui est validé, légitimé aujourd'hui comme terme pervers narcissique, non. Donc, il faut savoir s'écouter par défaut. Ok. Et je vais tout de suite le dire, d'une certaine manière, c'est pas grave si on n'est pas face à un pervers narcissique. Ce que je veux dire par là, c'est que d'ailleurs, tant mieux si on n'est pas face à un pervers narcissique. Mais quand je dis c'est pas grave, c'est qu'on a tellement starifié ce terme qu'aujourd'hui, les personnes qui se disent je me sens pas bien, je suis en souffrance, les comportements qu'on me renvoie, ça me convient pas, mais c'est pas un pervers narcissique. Donc en fait, je suis fragile. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le ressentir. C'est je suis face ou je suis dans une situation qui ne me convient pas, dans laquelle je souffre. Les comportements qui me sont proposés me mettent en difficulté. Et même si c'est pas un pervers narcissique, c'est pas pour autant que je suis faible, c'est que la situation me met en difficulté. Donc il faut que je transforme la situation ou que je sorte de la situation. C'est finalement ce que vous expliquez dans votre livre. Quelque part, il y a un effet de mode avec le pervers narcissique. Et on essaye, on tend tous à aller, je veux chercher le pervers narcissique parce que ça nous rassure quelque part. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que on n'a pas en face de nous une personne toxique. Mais alors comment, si on pouvait définir par exemple la violence psychologique, comment on pourrait la définir? La violence psychologique, c'est un ensemble de comportements, déjà. Ouais. C'est pas un comportement unique qui va faire de la personne dite violente quelqu'un de violent psychologiquement. Donc c'est un ensemble de comportements. C'est un ensemble de comportements qui se présentent de manière récurrente. Il y a un rythme, il y a une temporalité. Il y a des circonstances, des ensembles de circonstances qui amènent un ensemble de comportements. Donc, si je vous prends des exemples très bêtes, hein, parce que la violence psychologique, par définition, étant invisible, j'aime bien prendre des exemples où on arrive à situer, à repérer un peu les choses. C'est systématiquement la personne qui va dire tiens, j'irais bien au ciné. Très bien, donc vous organisez un ciné. Voilà. Et elle va vous répondre ouais, mais pas ce soir. Tiens, j'irais bien au resto. Vous organisez un resto. Oui, mais c'est pas le bon jour. Et puis qui va le compléter, si possible, par t'as rien compris, j'ai pas vraiment dit ça. Mais c'est ce genre de comportement qui met en difficulté et en doute la personne qui va les recevoir. Donc il faut non seulement qu'il y ait un certain nombre de comportements, que ces comportements se répètent, et puis il y a une troisième chose, c'est que la personne, parce que ça peut être des femmes, hein, c'est pas, les hommes Bien n'ont sûr. pas l'apanage de la violence. La personne qui a des comportements violents psychologiquement, voire qui est violente psychologiquement, ne se remet pas en cause. C'est-à-dire que vous, Steven, vous allez dire
si je reprends l'exemple du cinéma, attends, ce matin, tu m'as dit que tu voulais aller au cinéma, là, tu me dis, j'ai rien compris, ça va pas, je ne comprends pas. Elle va dire, non, non, tu n'as vraiment rien compris. Je n'ai jamais dit ça. J'ai peut-être dit que je voulais aller au cinéma, mais toi, tout de suite, t'extrapoles. C'est la manière dont c'est proposé. La personne violente psychologiquement ne se remettra jamais en cause. Et ça, c'est vraiment les grosses caractéristiques. Et c'est quoi le but de la personne violente psychologiquement? C'est quoi son objectif? Très honnêtement, je ne suis pas certaine qu'elles aient toutes un objectif conscient. C'est-à-dire Ok. que le terme objectif signifie qu'il y a quelque chose de conscient chez la personne Ouais. qui est en train d'agir. Et je ne suis pas certaine qu'elles aient toutes un objectif conscient vis-à-vis de l'autre. Elles en ont un peut-être vis-à-vis d'elles-mêmes, et c'est là où on touche au narcissisme, c'est protéger, surprotéger une identité dans laquelle l'ego est défaillant, l'ego n'a pas été bien structuré, et il peut y Mm. avoir un manque d'attachement dès la naissance, enfin dès l'enfance, il peut y avoir eu un traumatisme, enfin, il y a quand même de nombreuses causes pour être défaillant sur le plan psychologique. Mais là où on prête aux personnes toxiques l'intention, le calcul, la manipulation, je ne suis pas sûre qu'elles le fassent toutes consciemment. En revanche, si l'on parle des pervers narcissiques, il y a Ouais. une conscience de ce que ces personnes-là agissent, elles le font en conscience. Et elles le font dans l'intention de minimiser l'autre jusqu'à le néantiser, l'annuler complètement. L'autre est à la fois une source de nourriture, elles vont le capter, hein, c'est bien pour ça qu'on dit que ce sont des vampires, et en même temps, ça provoque chez ces personnes-là, chez ces personnes dites perverses narcissiques, une jalousie, une frustration, une colère et une détestation qui est sans aucune limite. Donc elles vont à la fois vouloir tout capter et vouloir totalement détruire cet objet qui les renvoie à leur propre défaillance. L'objet Le, étant la proie, ouais. si possible. Le pervers narcissique, il fait ça peut être une femme encore une fois, il fait ça ou elle Mmh. fait ça parce que au fond d'elle-même, elle souffre ou pas? Mmh. Oui, au fond d'elle-même, elle souffre. En est-elle consciente? Je ne pense pas qu'elle en soit pleinement consciente, Ouais. ou en tout cas, elle est dans le déni de cette souffrance. Sa construction, à la fois narcissique et perverse, lui permet de nier toute souffrance, de nier toute raison qui la mettrait en difficulté. Euh, Maintenant, je peux dire, il y a une grosse difficulté je trouve, à parler de ces personnes-là à d'autres qui seraient en questionnement. Est-ce que je suis dans une relation toxique? Est-ce que je suis face à un pervers narcissique? À parler de souffrance. Pour une bonne et simple raison, c'est que même si on a très souvent dit que les victimes de violences psychologiques sont des personnes hautement empathiques, hautement intelligentes, bon, il faut nuancer tout ça. Je crois qu'il y a beaucoup d'exagération dans tous les sens. Mais en tout cas, si elles se retrouvent dans les filets de quelqu'un qui fait montre de violence psychologique, voire qui serait pervers narcissique, si elles se retrouvent dans ces filets, c'est qu'elles ont elles-mêmes une faille, elles ont elles-mêmes une fragilité, elles ont besoin de donner, elles ont besoin de se sentir attachées, liées à l'autre, elles ont besoin de sauver l'autre, elles ont une âme d'infirmière, de Saint-Bernard. Et si on leur dit, alors qu'elles sont en plein questionnement, en début de prise de conscience, si on dit oui, mais tu sais, le pervers narcissique, aussi terrible soit-il, dans ses agissements, aussi destructeurs qu'il puisse être pour toi, c'est quelqu'un qui est en souffrance, là, vous allez aller mais directement taper dans leur fragilité. Donc Mmh. c'est, ah oui, mais peut-être que si je continuais à faire un effort, peut-être que si j'en faisais un peu plus, peut-être que Ouais. si j'étais un peu plus patiente, euh, mon, mon pervers narcissique, puisqu'en plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais maintenant tout le monde s'approprie avec ce Ouais. possessif, mon pervers narcissique pourrait peut-être changer. Donc, parler de leur souffrance, oui, si on pense, si on considère que les personnes qui sont violentes psychologiquement peuvent, peuvent se modifier, peuvent évoluer. Je crois Mmh. qu'il faut laisser la chance à l'humanité d'être évolutive. Mais si c'est apporter ça comme connaissance ou comme notion à une personne qui est en souffrance
elle-même parce qu'elle est dans une relation hautement toxique, en lui disant oui, mais en face de toi, tu as aussi quelqu'un qui est en souffrance, la seule chose, encore une fois, la seule chose qu'on va faire, c'est raviver cet espoir et ce désir que peut-être en se concentrant un peu plus, en se consacrant un peu plus à la personne toxique, elle évoluera. Donc, Est-ce la que notion de la vous... souffrance, elle est touchy, hein, ouais. croyez-moi. Est-ce que vous pensez, comme Alberto Heger, que la victime est complice dans la relation avec le père narcissique? Je vais me faire plein d'amis, j'adore. Euh, oui, voilà. Euh, je le pense comme lui, je le dirais comme lui, et je peux le détailler On va le détailler parce que parce que sinon... c'est extrêmement violent de se dire, bon alors en gros, on est en train de me dire que je suis en souffrance, je suis maltraitée, je suis victime de violence, et quelque part, si je suis complice, c'est de ma faute. ouais. J'allais dire que c'est une complicité par inconscience et incompréhension. C'est un recel par défaut. Si, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les exemples concrets. Quand on peut receler chez soi l'objet d'un vol sans être conscient qu'on est receleur. Si on est pris par la justice, on est considéré comme receleur et il va falloir se défendre en disant que on était et innocent et victime du voleur. Euh, quand Alberto Heger, quand je dis, on n'est pas, on n'est pas que deux à le dire, que la victime peut être complice du pervers narcissique, c'est que on ne peut pas être bourreau sans victime, on ne peut pas être pervers narcissique s'il n'y a pas quelqu'un sur lequel on va exercer et son narcissisme et sa perversion. Et on ne peut l'exercer que sur une personne ou agir avec une personne qui va avoir besoin qu'on s'intéresse fortement à elle. Un individu euh, qui arrive suffisamment à poser des limites vis-à-vis des autres, qui arrive suffisamment à ne pas à être attaché sans être dépendant aux liens, qui arrive suffisamment à être autonome, voire indépendant, sans être un loup solitaire, euh, sera moins facilement captable par ce qu'on appelle, alors je vous dirai aussi peut-être pourquoi je dis souvent ce qu'on appelle le pervers narcissique, mais en tout cas deviendra moins facilement une proie. C'est lorsqu'on a été fragilisé pendant l'enfance, lorsqu'on vit une période fragilisante, voire traumatique, qu'on a plus tendance à aller vers l'autre comme étant un soutien. Et là, si l'autre est une personne manipulatrice, toxique, voire perverse narcissique, elle va s'engouffrer dans cette faille-là. Et c'est là où on parle de complicité, c'est-à-dire que le pervers narcissique met en place un système, la victime répond au système, et le système, comme des engrenages, va se mettre à tourner de lui-même et sur lui-même indéfiniment, ou en tout cas jusqu'à ce que la victime se dise en fait, je suis en voie d'extinction, de ma propre extinction, puisque je n'ai plus de vie, je n'ai l'intention que d'une chose, c'est de mourir. Je n'arrive pas à en sortir, je n'arrive pas à comprendre, tout ce que je fais, je le fais mal manifestement, donc je suis nulle, donc je ne sers à rien. Et là, soit malheureusement, elle va aller jusqu'à la mort, en tout cas jusqu'à la tentative de suicide, soit elle va arriver, et c'est difficile, mais elle va arriver à sortir du système, à casser le système, ce qui va provoquer souvent une rage incroyable d'ailleurs chez le toxique. Mais c'est là où on dit qu'elles sont complices, c'est-à-dire que l'intention n'est pas de les montrer du doigt en disant vous saviez très bien dans quoi vous rentriez. L'intention, c'est de dire si vous ne comprenez pas que ce système a pu être mis en place parce qu'il répondait à une attente chez vous, vous ne sortirez pas du système. Ouais. Donc, c'est une question d'équilibre aussi dans la façon de le présenter. Après, moi, le titre d'Alberto Heger, quand je l'ai lu, ça m'a fait sourire et je me suis dit, il est vraiment nécessaire de lire son livre. Et parfois, c'est vrai qu'on écrit des titres, et même moi, là, le livre que vous avez montré, le dernier livre que j'ai écrit, on écrit des titres, parce qu'il faut bien qu'un livre ait un titre. Et ce titre-là va faire réagir, et parfois, ça va braquer les lecteurs qui n'iront pas plus loin. Donc, et en même temps, il n'y a pas beaucoup d'autres mots, c'est pour ça aussi que je parle de recel, il n'y a pas beaucoup d'autres mots que complice, inconsciente, mais complice d'un système dans lequel la victime rentre et a besoin du système pendant un certain temps. Ouais. Je crois que quand on a une réaction comme ça et que parfois on se dit ouh, c'est que finalement il y a quelque chose qui résonne en nous et c'est peut-être le signe qu'il faut travailler là-dessus. Donc Absolument. concrètement, comment
une personne qui a été avec un pervers narcissique, donc qui a quelque part répondu à un besoin, comment elle fait pour sortir de ce système-là? Euh, il faut qu'elle accepte la prise de conscience qu'elle va avoir. Et c'est, je crois, le plus douloureux. Tant que la personne est coincée dans le système qui a été mis en place par le toxique, et qu'elle est donc inconsciente, elle peut être en difficulté, elle peut souffrir, elle peut ressentir qu'il y a des choses qui ne sont pas adéquates ou qui ne fonctionnent pas correctement. Mais elle n'est pas confrontée pleinement à l'autre, à elle-même, à la réalité de l'histoire, pas à l'illusion dans laquelle elle est, mais à la réalité de l'histoire, au fait que pour que ça s'arrête, il va falloir que ça s'arrête vraiment, il va falloir que ça change, et dans le « ça change », ce n'est pas l'autre qui va changer, c'est à elle de changer. Donc elle est tout d'un coup au bord d'un précipice. Parce que, en plus de prendre conscience de ce qu'elle vit, de réaliser qu'elle est en fait dans un mensonge violent en permanence, elle se retrouve seule avec elle-même. Il ne faut pas oublier que les manipulateurs, les personnes profondément manipulatrices, infantilisent complètement leurs victimes. Complètement. Donc là, c'est exactement comme si vous preniez un enfant de 3 ans, vous lui avez vaguement dit, hein, il y a des voitures dans la rue, à peu près rien de plus. Vous le mettez au bord du trottoir, vous traversez, allez, soyons généreux, l'avenue des Champs-Élysées, et de l'autre côté de l'avenue, vous l'appelez en disant « Viens, allez, viens tout seul, débrouille-toi ». Ben, soit il va foncer par peur, et forcément, il va avoir un accident, forcément. Soit il va rester figé sur son bord de trottoir, parce qu'il a quand même cette conscience du danger, cette conscience qu'il n'est pas équipé pour lutter contre le danger, qu'il est tout seul, et il reste tétanisé sur son trottoir. La victime qui prend conscience, c'est à peu près ça. Alors, vous allez me dire, mes exemples sont disproportionnés, et pourtant c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'elle est sur le bord de son trottoir, elle sait que derrière elle, il y a un danger, et que le danger, elle le connaît. Elle sait qu'il faut qu'elle avance, mais elle ne sait pas quand, elle ne sait pas comment, elle ne sait pas avec qui, elle ne sait pas pourquoi. Donc, c'est vraiment arriver à ce moment-là à se dire, puisque je suis dans le questionnement le plus complet, euh, tout en me sentant coupable et honteuse d'être dans ce questionnement, il est nécessaire que j'aille me faire aider. Il est nécessaire que j'aille consulter un psy, un thérapeute, peut-être d'abord un ami, un membre de la famille, un proche. Je ne dis pas il faut absolument tout de suite foncer en thérapie. C'est aller chercher une autre parole, mais à la limite une autre main qui va prendre par la main et dire ça va être dur, c'est pas gagné, mais on y va, et t'es pas seul, et je te crois en plus. Qu'est-ce que vous... Excusez-moi, Pas de souci. vous l'avez peut-être remarqué, je suis extrêmement bavarde, Mais c'est mais parfait. mais c'est ce que je dis souvent aux personnes qui doivent aller porter plainte pour violence psychologique, et c'est ce que je dis quand je fais des formations auprès de professionnels. Je dis, il y a une phrase qui est essentielle quand on reçoit la parole d'une victime, c'est de lui dire je t'écoute, je vous écoute, et je te crois, Ouais. je vous crois. Et puis après, dans le travail, il y a des choses qui vont se recadrer. Mais à partir du moment où on dit à une victime je t'écoute et je te crois, elle reprend de manière infime, mais elle reprend déjà une part d'identité parce qu'on lui a donné une validité. Et les victimes sont invalidées. Donc, ne serait-ce que de dire je t'écoute et je te crois, ne serait-ce que de dire je crois que tu souffres, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? L'autre est un miroir. Est-ce que c'est aussi valable dans la relation avec le pervers narcissique? Oui. Euh, oui, tous les miroirs ne nous renvoient pas forcément l'image que l'on souhaiterait qu'ils nous renvoient. C'est pas un miroir, mon beau miroir, ça c'est le miroir du pervers narcissique, hein, c'est ce qu'il réclame à sa victime, c'est le miroir de la belle-mère de Blanche-Neige, miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Mais tous les miroirs ne nous renvoient pas une image idéale. Il y a certains matins, quand on est dans notre salle de bain et qu'on passe devant la glace, on dit là, c'est pas tellement sympathique ce reflet que je vois. Et ben, la relation avec quelqu'un de manipulateur, c'était exactement ça. C'est-à-dire que le manipulateur ou la personne manipulatrice va mettre en face de sa victime un miroir
un miroir symbolique, hein, elle en devient le miroir symbolique, et ce miroir, plus que désagréable, qui renvoie une image extrêmement négative. Et bien évidemment, elle le fait pour le coup en conscience, puisque si elle valorise sa victime, elle risque de lui donner les moyens de prendre un peu conscience qu'elle est dans une situation qui est dysfonctionnelle et violente. Alors, il y a ce jeu de je te valorise, je te casse, je te valorise, je te casse, je te valorise pour t'enfermer un peu plus dans le piège, je te casse pour te minimiser. C'est le système ambivalent qui existe en permanence. Mais bien évidemment, le pervers narcissique va être le miroir négatif de la victime, dans lequel elle va se voir nulle, incapable, défaillante, coupable, tous les adjectifs où elle est vraiment dévalorisée et annulée en tant que personne. Mm. Et la victime, elle doit être le miroir positif de la personne perverse narcissique. Donc justement, lui renvoyer qu'il est le plus beau, ou elle est la plus belle, le plus puissant, le plus fort, le plus doué, le plus compétent, sans que jamais, jamais, jamais il y ait la moindre petite tache sur le miroir, jamais laisser paraître quoi que ce soit. C'est ce qui est compliqué quand les victimes prennent conscience, parce que là, elles ont envie de commencer à réagir, et c'est là qu'on va leur dire, en fait, vous vous êtes tu par devoir, nécessité pendant tant de mois ou tant d'années, et vous allez continuer pour ne pas vous mettre en danger. Donc, tout ce que maintenant vous observez, vous devez l'emmagasiner. Ça doit vous nourrir pour vous donner la force de partir de la relation toxique. Mais en revanche, si vous le signifiez, vous creusez votre trou. Votre propre piège, vous le refermez sur vous-même. Donc, c'est très compliqué pour elle, parce que justement, il y a ce besoin de dire hey, j'existe. Et c'est là qu'on va leur dire vous existez, mais surtout ne le dites pas. Mm. Dans votre livre, vous écrivez cette phrase: parfois dans les relations toxiques, on a du mal et on confond amour et soumission. Alors, comment on fait pour ne pas confondre amour et soumission dans une relation? Il y a une réponse assez évidente à donner. Mais je ne me contenterai pas de ça. Hein. Mais c'est la notion de liberté, en fait. C'est, alors, on n'est jamais pleinement libre dans une relation amoureuse. On n'est jamais pleinement libre, quand bien même on serait réellement, profondément aimé, respecté, dans quelque chose qui est honnête, qui est sincère. On n'est pas profondément libre, puisqu'à partir du moment où l'on désire partager quelque chose, je ne parle même pas de la vie commune, partager quelque chose qui est de la construction sur le long terme avec la personne que l'on aime et qui nous aime, on va, sans en être forcément conscient ou sans en souffrir, on va limiter certains de nos actes, certaines de nos paroles, pour ne pas blesser l'autre. Ce qu'on peut dire Bien spontanément sûr. dans la vie de tous les jours à la personne qu'on aime, on va négocier avec nous-mêmes, parce qu'on ne va pas aller au conflit, on ne va pas aller à la Mmh. dispute. Si on peut le dire autrement, on biaise un petit peu. Donc on n'est pas cet être qui se voudrait profondément libre, en haut de sa montagne, à pouvoir faire ce qu'il veut, crier ce qu'il veut, penser ce qu'il veut. Mais ce n'est pas une liberté qui met en difficulté. La soumission, euh, il n'y a plus de réciprocité, il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus d'authenticité, il n'y a plus d'honnêteté, il y a sur les plateaux de la balance une inéquité véritable, et il y a surtout quelque chose qui existe dans la soumission, qui n'existe pas dans l'amour, c'est que la personne qui est soumise est dans la peur. Alors, elle est dans la peur de ce que l'autre va faire, elle est dans la peur de perdre l'autre, elle est dans la peur de ce qu'elle-même va faire qui pourrait provoquer chez l'autre une réaction de fuite, de rejet, de colère, de tristesse, hein. Mais elle est animée par une forme d'angoisse quasi existentielle qui l'attache à l'autre, qui la met en dépendance de l'autre, qui met l'autre parfois aussi en dépendance. Il y a des codépendances comme ça qui peuvent se mettre en place. Ce qui n'est pas le cas avec un pervers narcissique. La codépendance existe, mais de manière complètement perverse, justement. Mais la personne soumise peut même d'ailleurs le faire presque volontairement, de je me soumets à l'autre parce que si je me soumets à toi, tu vas être satisfait, donc tu ne me laisseras pas, donc je ne serai pas abandonné. C'est quelque chose qui est quand même assez retors dans la soumission, hein. Quel que soit le système dans lequel elle s'est développée, quelque chose qui est assez retors. Mais la soumission,
elle supprime la liberté. Alors que l'amour ne supprime pas la liberté dans le sens où la personne n'est pas en souffrance. Le pervers narcissique, est-ce qu'il est dépendant? Ah bah oui. Oui. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous avez dit sur la codépendance, mais pas avec le pervers narcissique? Alors, si pour l'instant, vous voulez que je le mette de côté, là, le méchant pervers narcissique, la codépendance, c'est le fait d'avoir, dans une relation à deux, l'un et Ouais, l'autre besoin de l'autre. Pas OK, forcément pour les mêmes raisons, ça ne va pas nécessairement s'exprimer de la même manière, mais l'un et l'autre a un profond besoin de l'autre pour se sentir existant. OK. Alors ça peut être parce que l'un aura vécu un abandon réel ou symbolique pendant l'enfance et va chercher constamment tout au long de sa vie, dans ses relations, à se sentir attaché, à se sentir lié à quelqu'un, donc à se sentir validé par la présence de l'autre, pendant que l'autre aura peut-être une pathologie, quelle que soit la pathologie, qui va euh, qui va le rendre, qui va l'handicaper pendant un certain temps, voire pendant toute sa vie, et où nécessairement il aura besoin d'une personne pour pouvoir agir, pour pouvoir être, pour pouvoir penser, pour pouvoir transmettre des idées. Les systèmes de codépendance, c'est mon besoin se nourrit de toi et ton besoin se nourrit de moi et nous interagissons ensemble. Ça, c'est basiquement, c'est la codépendance. Alors que lorsqu'il y a perversion narcissique, cette codépendance qui peut s'exprimer sereinement, sainement, lorsque les personnes ne sont pas profondément manipulatrices, lorsqu'il y a de la perversion narcissique, lorsqu'il y a de la manipulation, elle ne peut plus s'exprimer. C'est-à-dire que la personne manipulatrice ne s'avouera, ne se reconnaîtra jamais dépendante. Être dépendant, c'est antinomique avec le fait d'être puissant. Or, le pervers narcissique se veut puissant. C'est un dieu. Donc, il ne peut pas être dépendant. Et pourtant, il l'est, puisqu'il ne peut pas exister sans l'autre. Et c'est là où c'est une dépendance perverse. Alors comment, justement, on peut sortir de cette dépendance? Quand Quand on on est est avec un pervers, avec Ouais, une parce personne que beaucoup manipulatrice, de victimes de pervers narcissiques ont cette dépendance. Même après des années après, elles y pensent encore, elles sont attachées ou ils sont attachés. Comment on fait pour sortir de vous ça? savez, je crois que la dépendance qui se développe dans le lien avec une personne hautement toxique, Mmh. il va falloir quand même que je vous dise pourquoi je bute parfois sur le terme de pervers narcissique. Dites-le moi alors. Mais là, mais je vous le dirai juste après. Mais ça n'est plus une dépendance. La Ouais. dépendance, enfin, la dépendance, c'est pas évident de se défaire d'une dépendance, mais on peut s'en défaire parce qu'on peut la conscientiser relativement facilement. Et si on entame un travail sur soi, on peut relativement rapidement se défaire d'un lien où on est dépendant. Face à quelqu'un qui est hautement toxique, c'est plus de la dépendance, c'est de l'addiction. Mmh. C'est je milite beaucoup pour que nous travaillions en pluridisciplinarité lorsqu'on est avec des personnes qui, qui subissent ou qui ont subi une violence psychologique, dire à haut niveau, parce qu'elles deviennent addictes, heu, au pervers narcissique, mais au lien à ce qui leur a été envoyé. Mais comme on est dépendant à un produit, enfin une drogue, et je milite beaucoup pour qu'on travaille avec des addictologues. Mmh. Parce que c'est une véritable addiction. Elles connaissent elles ont réellement l'effet de manque, comme on le voit avec un sevrage toxicologique. Elles ont le même effet de manque. Alors, elles vont peut-être pas être complètement tremblantes et Ouais, transpirantes et fiévreuses, quoique. Il y a des symptômes physiques qui peuvent se bien sûr. manifester, mais elles ont la même angoisse qui semble insurmontable et qui peut se révéler presque mortelle, d'une impossibilité à pouvoir faire quoi que ce soit sans la personne toxique. C'est-à-dire Mmh. qu'à la fois, elles veulent la fuir, et les personnes, les personnes droguées, les toxicos, à la fois voudraient fuir la drogue et à la fois vont chercher la drogue. Il y a ce côté justement qui est complètement pervers, c'est qu'elles savent que c'est extrêmement dangereux pour elles, voire mortel, et en même temps, elles ne peuvent plus s'en passer, sans un vrai travail en addictologie. Et pour moi, quand on est dépendant
vraiment à ce niveau-là, hein, Ouais, la violence psychologique de l'autre, c'est les mêmes processus qui se mettent en place. Alors après, ce n'est pas la même drogue, hein, bien sûr. mais ce sont les mêmes processus d'addiction. Mais pour vous dire pourquoi je bloque parfois quand on dit pervers narcissique, Ouais. c'est que je pense que c'est aussi important de le dire, c'est on est en 2022, donc il y a 10 ans, le pervers narcissique, on en parlait à peine. Moi, j'ai Mmh. commencé à consulter il y a 10 ans et on en parlait à peine. Et avant, je suis juriste à l'origine. Et autant vous dire qu'en droit, en droit de la famille, j'en avais mais alors, jamais entendu parler, hein, de ça, la violence psychologique, Mmh. le harcèlement moral, ça n'existait pas. Euh, un certain nombre d'auteurs, dont je fais partie, mais un certain nombre d'auteurs avant moi, à commencer par Hakamieh, ont utilisé le terme de perversion narcissique qui n'a pas été forcément bien compris. Alberto Heger, avec le pervers narcissique et son complice, il a remué beaucoup de choses. C'est une notion qui est très décriée en psychanalyse, qui est décriée en psychiatrie, qui n'est pas rentrée dans la Bible de la psychiatrie, à Le savoir le DSM. DSM. Et c'est une notion qui a été très vite médiatisée, très mal médiatisée. Mmh. Et puis, tout d'un coup, on a eu, et ça a contribué, on a eu MeToo. Alors, les premières lois en 2010 et puis les suivantes sur les violences conjugales, les violences psychologiques conjugales, et puis MeToo, et puis des sujets de société, des phénomènes de société, et tout d'un coup, on voit arriver le pervers narcissique partout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller quelque part sans, et ça a dû vous arriver, on ne peut pas aller à Ouais. un dîner, à une soirée, où que ce soit, on va dire, ah ouais, mais moi j'ai eu un pervers narcissique dans ma vie. Alors, je veux bien qu'il y ait beaucoup plus de personnes hautement narcissiques aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 30 ans. Soit parce qu'elles ont plus matière à s'exprimer, soit parce que la société, vous l'avez vu dans mon livre, je suis assez critique sur l'évolution Ouais. de la Mmh. société. La société s'est pas mal délitée, l'instruction est en perte de vitesse, l'éducation est en perte de vitesse, que donc chacun existe un petit peu dans sa bulle. Voilà, et ça offre la possibilité à construire des personnalités narcissiques. Pourtant, qu'elles soient toutes perverses, non. Et la perversion est quelque chose qui est extrêmement dangereux, puisque on peut accompagner une personne qui a une névrose, on peut permettre à une personne qui est psychotique de se soigner. On sait que la perversion, il y a une espèce d'enfermement complet, et pour sortir de mécanismes pervers quand on est pervers, c'est loin d'être gagné. Donc, si on considère qu'aujourd'hui, on devait être, je ne sais pas, 15% sur cette planète de pervers narcissiques, et qu'en plus, à entendre les médias, ou en tout cas certaines personnes, ils se reproduisent comme des petits pains, c'est la fin de la société. Le climat, la dégradation climatique ira moins vite que l'invasion perverse narcissique. Donc, il y a un moment où il faut quand même savoir raison garder. Et les pervers narcissiques tels que Racamier, et puis ensuite Marie-France Irigoyen ou Alberto Heger, les ont identifiés, sont heureusement beaucoup moins nombreux que ce que les médias, ce que les réseaux sociaux aujourd'hui voudraient dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Bien Ça sûr. veut dire que si on s'obstine à mettre le terme pervers narcissique partout, ça focalise l'esprit des personnes qui se renseignent, s'informent, se forment sur ces sujets-là, sur perversion narcissique. Or, et c'est ce qu'on disait au début de ce rendez-vous, on peut souffrir d'autres comportements que du pervers narcissique. Bien sûr. Moi, ce qui me dérange, c'est que si on parle trop du pervers narcissique, on va laisser la personne en difficulté concentrée sur celle qui lui fait du Mmh. mal. Si on lui dit, il y a les pervers narcissiques, hein, mais il y a les personnes manipulatrices, mais il y a les personnes narcissiques qui ne sont pas forcément perverses, il y a les jaloux pathologiques, il y a les personnes qui sont hautement colériques et qui n'ont pas été amenées à comprendre que leur colère, elle pourrait la canaliser. Il y a les personnes qui sont hautement dépendantes. Toutes ces personnes-là peuvent avoir des comportements violents psychologiquement et qui nous atteignent profondément dans ce que l'on est. Ça ramène la personne en difficulté à elle-même. Et pour faire un travail sur soi, donc pour sortir de ces comportements-là, de ces systèmes-là, il y a déjà une première étape, une première démarche qui est faite. Alors que sinon, d'une certaine manière, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé, toutes les personnes qui se présentent comme victimes de pervers narcissiques,
ce qu'elles finissent par faire, c'est arriver alors avec un catalogue qui ne cesse de se remplir d'exemples, d'anecdotes, de situations, pour justifier qu'elles sont bien avec un pervers narcissique, et il faut qu'on leur dise, oui, oui, vous êtes bien avec un pervers narcissique. Et moi, à chaque fois, je finis ma phrase par, et vous, en fait. Ouais. Parce que là, ce qu'on est en train de faire depuis 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de séance, c'est on parle de l'autre. Mais en quoi est-il aujourd'hui intéressant pour vous? Alors, je ne dis pas que la perversion narcissique n'existe pas. Je dis qu'il y a des personnes, il y a des comportements narcissiques, il y a des comportements pervers, il y a des personnes narcissiques, il y a des personnes perverses, et il y a des personnes qui allient le tout, voilà, qui sont à la fois et perverses et narcissiques. Mais je crois vraiment qu'il faut savoir que ça existe, que c'est cantonné à un pourcentage heureusement restreint de la population, que de souffrir de comportements qui ne viendraient pas d'une personne perverse narcissique ne minimise pas ce que l'on souffre du tout, mais que si on se détache un peu de l'envie de mettre une étiquette sur l'autre pour essayer de s'écouter soi, on va plus vite dans le travail. Bien sûr. On se restaure un peu plus vite. Ça me semble important. Souvent, les personnes qui ont été en relation avec un pervers narcissique se posent la question: comment on fait pour repérer un pervers narcissique? Et même certaines d'entre elles et d'entre eux se disent: moi, ça y est, je sais les repérer parce que j'en ai côtoyé un. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Anne-Laure? Je pense que ça me fait sourire. Sourire avec amitié, hein, pour les personnes qui sont convaincues qu'elles peuvent repérer les pervers narcissiques. C'est, il y a quelques années, j'ai animé pendant quelques années des groupes de parole. Et à la fin de l'année, puisque c'était un cycle complet sur toute la violence psychologique, le pervers narcissique, les violences intrafamiliales. Donc, il y avait tout un cheminement. Et à la fin de l'année, il y en avait toujours 2 ou 3 pour me dire: «Ah non, mais moi, ça y est, c'est bon, hein, j'ai tout compris, pervers narcissique, j'en ai repéré 2 dans le métro en venant. Super». Donc il y avait un panneau, des flashs en «Ah, pervers narcissique, pervers narcissique». Et je crois que c'est une étape dans la restauration de la personne que de se dire: «Je commence», en fait, arriver à identifier chez l'autre ce qui est dysfonctionnant pour nous, c'est commencer à poser ses propres limites, à sentir à quel moment, on se sent attaqué, on se sent agressé ou on se sent en difficulté. Mais ça marque aussi que même si ces limites-là commencent à se dessiner, la confiance en soi est encore tellement affaiblie, tellement restreinte, que plutôt que de se dire: «Oh, il y a quelque chose qui me dérange et je vais réagir», la seule réaction qu'on se propose, c'est la fuite. Parce que: «Ah, en fait, si quelque chose me dérange, c'est forcément l'autre. Forcément, ça vient de l'autre. Forcément, c'est que c'est un pervers narcissique. Donc forcément, il faut que je le fuis». Et il y a pas, c'est vraiment une étape, hein, il n'y a pas encore le juste milieu, il n'y a pas encore suffisamment de réflexion, de construction et d'affirmation de soi qui sont établies pour dire: «Le comportement que j'observe me dérange», mais encore une fois, croiser quelqu'un dans le métro, c'est observer un comportement. Et comme je l'ai dit, tout à l'heure, un pervers narcissique, c'est pas un comportement, Mmh. c'est tant et tant et tant de comportements H24. Donc on ne peut pas en identifier un. Voilà, en fait, c'est vraiment des questions d'oser la nuance. Ouais. Alors il y a un besoin, quand on va couper avec une relation toxique, il y a un besoin d'être radical. Ouais. Il y a un besoin ensuite de se restructurer, de s'apporter des nouvelles fondations, des nouvelles pensées, des nouveaux schémas. Puis à un moment, il faut quand même les nuancer parce que sinon, l'autre sera toujours celui qui a tort et je serai toujours la personne qui sera victime de ce qui se passe. Et ça, en fait, on finit par stagner. C'est bien pour ça que un certain nombre de personnes vont répéter pendant longtemps le même schéma. C'est-à-dire qu'elles vont avoir connu une relation toxique, de la maltraitance infantile, par exemple. Sur le plan psychologique, physique, sexuel, enfin, elles vont avoir connu des schémas, mais le travail n'aura pas été fait, il n'y a rien qui sera élaboré autour de ça. Et même si ce qu'on observe de leur quotidien est différent de la relation précédente, les fondamentaux sont toujours les mêmes et elles sont toujours en quête de la même chose, elles attendent toujours la même chose, elles ont toujours les mêmes croyances et elles vont répéter en fait indéfiniment des mécanismes, ce qui fait qu'elles sont indéfiniment dans des relations qui leur sont profondément toxiques. Et
Et parfois, c'est même pas l'autre qui est toxique, c'est la relation qui va le devenir parce qu'elles sont en attente d'un mécanisme, d'un système qu'elles vont provoquer. Hmm. D'une certaine manière, elles deviennent leur propre bourreau. Vous vouliez évoquer Karpman. Voilà, avec un pied dans Karpman. Mais Alors, elles Cartman. deviennent... Ah, Karpman. L'autre jour, j'ai dit à quelqu'un, c'est un grand mathématicien, et j'ai toujours eu horreur des mathématiques. Et comme on parle du triangle de Karpman, je dis, ça doit être un grand mathématicien. Donc Karpman, le triangle de Karpman, hein, le victime, Bourreau, sauveur, bourreau, victime. sauveur. Hein. Donc on dit sauveur, sauveteur, Ouais. ça dépend un petit peu de qui le présente. Ça serait un jeu psychologique auquel nous jouerions nous-mêmes avec nous-mêmes en étant dans une interaction avec l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction de qui est l'autre, on se situerait plutôt comme victime, plutôt comme sauveur, plutôt comme bourreau, en fonction de qui est l'autre, en fonction des moments. Hein. Ça a un intérêt, pour moi, le triangle de Karpman, c'est de se dire je ne suis pas. Si je me veux être une personne à part entière, ou si je suis une personne à part entière, je ne suis pas lisse. On n'est pas lisse. Donc je peux être parfois dans une posture d'aidant, d'accompagnant, de sauveur. Je peux parfois me retrouver en difficulté. Je peux parfois me sentir agressée. Je peux parfois être fragilisée. Donc, là, je vais me retrouver en posture de victime. Je peux avoir été tellement fragilisée que lorsque je commence à me reconstruire, j'ai tellement peur des agressions que je vais basculer sans le vouloir en bourreau. Je peux être bourreau avec moi-même parce que à ne pas oser, à ne pas être en capacité pour me protéger, je me fais du tort, je permets à l'autre de me faire du tort, donc je me fais du tort. Maintenant, j'allais dire, c'est comme tous les schémas, c'est comme de signaler que la perversion narcissique existe, c'est comme d'identifier des comportements toxiques. C'est intéressant, c'est important de se dire, de moi-même à moi-même, je suis pas, je peux parfois être plus immature ou parfois très affirmée, je peux parfois manquer de confiance, ou au contraire, être très décidée, le leader du groupe. Je peux être complètement affaiblie, donc me laisser victimiser ou être victime ou au contraire être coupable. Mais c'est un schéma et comme tous les schémas, il peut aussi être enfermant. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, sous prétexte qu'on comprend ça, analyser toutes nos actions à l'aune du triangle de Karpman. Voilà, on dit bourreau, on dit aussi persécuteur. En plus, moi, je suis quelqu'un qui est très visuel, donc quand on me dit bourreau, je vois tout de suite le bourreau avec la cagoule noire, là, je ne suis pas en train de me couper la tête. Enfin, le persécuteur, c'est pire que la mouche du coche qui est là toute la journée, ah, je vais te faire mal, je vais te faire mal. La victime, on voit quelqu'un qui est écrasé. Il faut sortir aussi de ces visions-là pour se Ouais. dire, je suis de toute façon dans une posture euh, dans laquelle je ne suis pas à l'aise, en fait. Hmm. C'est comme si je remettais à chaque fois un pull qui reste trop petit, qui gratte, qui a un trou au coude. Et pourtant, je continue de le mettre. Pourquoi? Donc, pourquoi je reste dans ce fonctionnement-là? Et si je me décale un tout petit peu, si je vais un tout petit peu chercher ailleurs, qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, parfois, pour se décaler, on peut falloir être aidé. Mais c'est parler, encore une fois, parler du pervers narcissique, parler du triangle de Karpman, parler d'un certain nombre de comportements chez l'autre ou chez soi. Ça permet de donner une réalité à ce qui est jusque-là que de l'ordre du ressenti, plus ou moins de l'intuitif, si on fait appel à l'intuition. Mais une fois que c'est nommé, si on reste figé là-dessus, en fait, on bouge rien, on décale rien, donc on transforme rien. Donc on répète les mêmes schémas. Ça nous enferme. Et voilà. Et identifier, ça doit permettre d'avancer. Ouais. Faut sortir de tous ces termes, de tout ça qui peuvent nous enfermer et Ouais. se reconnecter à soi. Ouais. Bah, c'est quand même, c'est la personne que l'on est censé aller chercher Ouais. à la fin. De manière assez, ça n'a absolument rien de négatif, c'est une réalité. On est seul, on meurt seul, et au milieu de C'est tout ça, ça. on essaye de vivre. Donc, si on reste, si on acquiert la compréhension qu'on a connue ou qu'on connaît encore
de la maltraitance, de la violence, sous quelque forme que ce soit. Ouais. Si on a identifié que l'autre a des comportements qui nous sont toxiques, voire est toxique, puisque je différencie la personne profondément perverse de la personne qui a des comportements pervers. C'est pas tout à fait pareil. Il y en a une à laquelle je laisse la chance de s'en sortir, l'autre, je lui laisse moins de chance, on va le dire comme ça. Mais je me suis embrouillée moi-même dans une trop longue phrase. Il faut que j'arrête de faire du Proust à l'oral. Mais oui, si on cherche à identifier, mais qu'on ne cherche pas derrière à avancer, tout en étant dans ces modes de pensée qu'on a vu fleurir avec Mmh. tout un courant de développement personnel, de avoir confiance en soi, Ouais. oser être soi. On sait très bien d'oser être soi. Donc, oser être quelqu'un Ouais. qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, qui nous est étranger, qui nous a été rendu étranger par la maltraitance, c'est déjà aller le chercher, essayer de le définir, essayer de lui donner une importance à ce soi qui est tellement loin de nous. Donc, Ouais. c'est déjà se rapprocher de soi-même. C'est ça et je crois qu'en plus tous ces termes, tout ça là, développement personnel, ça met une pression. On veut avoir confiance, il faut qu'on ait confiance et au final, ça nous aide pas. Je pense que Je pense que non seulement ça n'aide pas, mais que, vous l'avez dit, ça enferme, ouais, ça enfonce un peu plus. Vous savez, dans tous les courants bien-être qui sont en plein qui frôlent la dérive sectaire. Il y a la ouais, loi de l'attraction. Si tu penses bien, tu réussiras. Si tu c'est penses ça. mal, toutes les plaies d'Égypte vont te tomber sur la tête. Il y a un moment, faut dire non, en fait, faut arrêter avec la pensée positive qui va Ouais, nous amener du positif. C'est la pensée positive a une chose intéressante, c'est se dire il est possible de faire autrement. bien sûr. Voilà. Et si je m'autorise à me responsabiliser, il m'appartient de faire autrement. Mais après, ça ne veut pas dire je vais être en alliance et en accord parfait avec la cosmogonie et les planètes vont m'envoyer, parce que je pense de manière C'est ça. positive, la chance d'être heureux. Non, non, on se construit notre vie et elle peut être extrêmement amputée, Mmh. mais, mais on doit participer à la construction et vous le savez, j'aime pas le terme, mais je vais l'utiliser, à la reconstruction de celle-ci lorsqu'elle a été fracassée. Ouais. Alors, dernière question Anne-Laure, quelle question vous auriez aimé que je vous pose? On a tellement, hashtag c'est trop. Hem, Vous êtes libre. ah, vous m'avez piégée. Je ne sais pas si je vais le tourner sous forme de question, mais Comme vous voulez. en fait, donc là, on a évoqué de près de loin tout ce qui touche à la violence psychologique, Ouais, qu'elle émane de quelqu'un de profondément toxique ou d'un pervers narcissique. Hem, ouais, je crois que la violence psychologique, elle est à la racine de tout, de toutes les violences et que plus on va revenir à des systèmes d'instruction, des systèmes d'éducation, des systèmes relationnels, sociétaux, heu, où on va obliger dans un premier temps, puis ensuite amener les gens à développer de la pensée critique, à développer du discernement, à développer une estime d'eux, mais une estime sainement narcissisée, donc pas justement les hashtags je me mets sur Instagram toutes les 2 secondes ou sur TikTok, ouais, mais avoir une pensée réfléchie, à essayer de se projeter un peu. Je pense que ça sera le meilleur moyen de lutter, de résister contre la violence psychologique et contre des personnalités qui pourraient basculer dans des comportements toxiques, voire devenir toxiques. Heu, alors ça va pas se faire en 2 ans, loin de là. Comme je suis pas d'un naturel, bêtement optimiste, je pense qu'il va falloir au moins une, si ce n'est 2 générations pour revenir à des systèmes d'instruction, à tous les niveaux, qui vont structurer la pensée, qui vont structurer, l'esprit humain. Mais je pense que rien n'est perdu, loin de là.
Voilà, c'est plus ça, c'est se dire, la violence psychologique, elle est vraiment à la racine de tout. Un jour, on m'a demandé, la différence que je faisais entre la violence psychologique et la violence physique et la comparaison que j'aime bien, c'est de dire la violence psychologique, enfin la violence physique, c'est un film d'horreur. Voilà, donc on sait qu'il y a quelqu'un, massacre à la tronçonneuse, il a sa tronçonneuse, il massacre, il y a du sang, Ouais. berk, c'est dégueulasse. Ouh, quelle horreur! Bon, très bien. Et la violence physique, on ne se cache pas derrière ses doigts, on souffre profondément, ça peut être mortel, mais on voit. Il y a des traces, il y a des coups, il y a un mal physique qu'on ressent. La violence psychologique, de fait, on ne voit rien. Et pour moi, c'est comme les thrillers. Donc, il y a un climat, il y a une ambiance. Dans les films, il y a la musique qui change un peu, mais pas forcément. Il y a la lumière qui change un peu, mais pas forcément. Et pourtant, on sait qu'il va se passer quelque chose. Mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, on ne sait pas de quelle manière ça va arriver. On ne sursaute pas forcément dans les films d'horreur, on va sursauter. Ah mince, il a sa tronçonneuse et en plus il découpe son voisin, c'est méchant. Dans le thriller, on ne sursaute pas. C'est petit à petit qu'on est pris dans le mouvement du film jusqu'à être épuisé, jusqu'à se dire c'est pas possible, il va falloir que ça s'arrête. Et là, la peur est installée. Donc c'est vraiment un mécanisme qui est tellement insidieux. Et je vais juste finir là-dessus, sur cette violence psychologique et cette violence physique, euh, puisque un de mes combats, c'est quand même les violences intrafamiliales, enfin, de mes combats, sujet de recherche, c'est la violence intrafamiliale, l'inceste. Mm. On parle très peu de l'incestuel, on commence à en parler. Et l'incestuel, qui est la racine de tout inceste, c'est une violence psychologique, c'est aussi c'est une effraction dans la vie d'un individu, d'un enfant, qui est aussi intense que la violence psychologique quand elle va d'un adulte sur un autre adulte. C'est l'incestuel, c'est l'enfant n'existe plus du tout, il n'est plus qu'un objet et un objet sexué. Donc, et dans mon travail, dans mon approche, je ne peux pas parler de pervers narcissique, je ne peux pas parler de violence psychologique sans parler des enfants et sans parler, parce que je crois que la racine de tout espoir ou de toute destruction, c'est dans l'enfance. Donc sans parler des enfants et donc sans dire attention, profondément attention à ce que nous faisons avec nos enfants et à ce que nous transmettons. Autant je ne suis pas pour l'éducation bêtement positive, Mm. à dire on va passer des moments de qualité avec nos enfants, à ranger la chambre. Waouh. Enfin, il faut quand même que le cadre existe et un enfant a aussi besoin de limites et de fermeté. Mais autant si on franchit toutes les limites et qu'on laisse l'enfant être simplement le témoin confident, participant de toute notre vie jusqu'à notre intimité, on le détruit. Et dans les faits, il ne s'est parfois rien passé, mais on détruit cet enfant. Et voilà, la violence psychologique, il faut du temps pour la comprendre. La violence éducative ordinaire, il faut du temps pour comprendre que si on répète constamment à un enfant « t'es nul », même si on le dit en plaisantant, il n'entend pas la plaisanterie, il entend « t'es nul », ben si, même en plaisantant, on répète des gestes ou des paroles à nos enfants où la sexualité est tout le temps mise sur le tapis, on est en train de les blesser profondément. Et c'est le début de l'incestuel. Enfin, l'incestuel, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a beaucoup de violence dans l'incestuel. Mais voilà, je ne me suis pas posé la question que vous ne m'avez pas posée, mais je me suis fait un mini colloque de 3 minutes Bien, voilà, avec parfait. moi-même parce que je crois que nous devons sans cesse continuer de parler et d'agir pour les enfants. C'est important, ouais. Voilà. Merci Anne-Laure. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et moi je vous dis à très vite. Je vous aime. Salut.